Bonjour à tous et bienvenue dans le canapé de la rédac de Radio Notre-Dame. Du 13 au 17 juillet prochain s'ouvre à Villepinte la Japan Expo, qui met en lumière chaque année la culture nippone et notamment les mangas. Notre invité a réussi à se frayer un chemin au pays du soleil levant. Il a plusieurs séries à son actif, notamment Outlaw Players publié chez Kiun Edition, et il est d'ailleurs l'un des premiers mangaka français à être publié au Japon, et nous sommes ravis de le recevoir. Bonjour Shonen. Bonjour à tous. Nous reviendrons tout à l'heure sur votre parcours et sur votre pseudonyme. Mais tout d'abord, nous allons parler de votre série Outlaw Players, en français Les joueurs hors la loi. C'était quoi exactement le pitch de ce manga? Alors en fait, c'est très simple. C'est juste l'histoire, on va dire, d'un jeune étudiant qui se réveille un jour sur une île. Euh, sur le coup, en fait, il pense que c'est un rêve, mais il s'avère que à la rencontre en fait d'une personne, il s'avère qu'il s'est retrouvé en fait dans un jeu auquel il n'a lui-même en fait pas. En fait, à la base, il n'a pas pris part. Donc, il est un peu coincé. Il s'avère que c'est plus tard un phénomène dont les développeurs sont au courant et il tombera en fait sur d'autres personnes qui sont dans le même, qui souffrent en fait du même problème. Et c'est ainsi qu'ils vont en fait former un groupe dont le nom de la série est tiré, Outlaw Players. On dit souvent qu'une image vaut 10 000 mots, alors je propose qu'on regarde la bande-annonce de votre manga. C'est parti. Dans le jeu en ligne Terra, chacun peut devenir ce qu'il désire et vivre d'incroyables aventures. Mais pour Saku, l'immersion tourne au cauchemar. Prisonnier de ce monde virtuel, il se retrouve sans accès aux interfaces de jeu ou aux items de soins. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Sa route croise celle d'autres joueurs victimes du même bug. Ces hors-la-loi vont devoir s'endurcir, explorer, apprendre et surtout survivre. Le périple commence avec Outlaw Players, une création manga des éditions Kiyun. C'était la bande-annonce de Outlaw Players. Donc il y a beaucoup de thèmes dans votre manga, notamment celui du monde virtuel et peut-être aussi du métaverse. En tant qu'artiste, comment vous percevez ces choses? Le monde virtuel, les jeux vidéo? J'ai toujours été passionné par tout ce qui était en fait de nouvelles technologies. Et j'avoue que c'est un thème qui m'a tenu à cœur depuis des années. En fait, la série en elle-même était un webcomic qui datait de 2002. Ça parlait justement déjà de personnages qui étaient coincés. Et j'avoue que mon inspiration principale en fait pour ce thème, c'était une série animée qui était sortie en 2002 justement et qui s'appelait Axine. Derrière l'intrigue du monde virtuel, il y a une réflexion sur peut-être une crainte que notre monde passe tout dans le métaverse, dans le monde virtuel. Pas réellement, à vrai dire, parce que comme j'ai commencé ce projet depuis des années, je n'avais pas vraiment en fait cette attente. Pour moi, à la base, c'était plus, je veux dire, la série d'origine était plus en fait une série d'anecdotes sur des gens qui étaient coincés dans un jeu et c'était plus une parodie. À la base, je veux dire, je suis même pas un joueur en ligne. Je dirais, j'étais plus influencé par tout ce qui était JRPG, RPG, on veut dire D'accord. solo. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce pseudonyme Shonen? Ah, pour le coup, c'est très simple. C'est un parce que c'est plus difficile à trouver sur Google et deux parce que c'est un anagramme de mon véritable prénom. Au départ, vous avez collaboré avec plusieurs scénaristes pour vos premières séries, puis vous avez décidé de gérer aussi bien le scénario que le dessin. Est-ce que ce n'est pas trop éprouvant pour vous? Je dirais que oui, c'est forcément plus éprouvant parce qu'il faut apporter en fait, il faut faire les planches, donc il y a la partie exécutive, mais il faut en plus s'occuper de toute la partie création également. Mais je dirais que c'est quelque chose qui me passionne à la base, donc j'ai moi-même je ne m'imaginais pas capable à vrai dire de pouvoir en fait faire une histoire à part entière. Et est-ce que le fait de gérer, on va dire, l'intégralité de la création du manga, ça vous aide aussi peut-être à pouvoir tout contrôler? D'une certaine manière, oui. Je veux dire, je suis relativement libre de ce côté-là. Pour l'histoire, j'en discute généralement avec l'éditeur, mais, mais je dirais que en grande partie, il est plutôt d'accord avec les thèmes que je souhaite aborder. Tant mieux. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite dédicace, s'il vous plaît, pour Radio Notre-Dame? Oui,
Shonen, qu'est-ce qui vous a motivé à persévérer dans la voie du manga plutôt que par exemple la BD franco-belge ou bien le design? Euh, En fait, très jeune, j'ai lu de la BD. J'étais aussi un grand lecteur de comics. Mais c'était avant en fait que les mangas arrivent réellement en fait, au début des années 90. Et j'avoue que même si j'ai toujours été un grand fan, on va dire, de manga parce que je regardais beaucoup d'animés, j'avoue que le fait d'avoir des mangas qui sont arrivés en fait en format papier, c'était comme une forme d'inspiration. Après, j'étais plus lecteur plutôt que dessinateur. Et le dessin n'est réellement venu qu'après le début des années 2000. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes artistes de manga européens. Les maisons d'édition d'ailleurs de manga français s'y intéressent beaucoup, beaucoup plus. À votre avis, pourquoi cet engouement? À vrai dire, je l'ignore parce que on s'était lancé. J'ai commencé ma carrière en tant qu'auteur de manga avec les Humanoïdes associés en 2006. Et je veux dire, en gros, on a un peu essuyé les plâtres parce que je veux dire, le manga français était vu, on va dire, d'une manière plus ou moins, on va dire, péjorative. Oui. Et il aura fallu attendre au moins une dizaine d'années avant que les mentalités commencent à changer. Donc peut-être que le désir de vouloir faire en fait du manga français de la part des éditeurs, c'est une façon aussi de dépendre moins, on va dire, d'achat de licences auprès des Japonais. Et aussi peut-être d'avoir un autre point de vue sur la façon de créer un manga. Peut-être, mais je dirais que dans ce cas-là, cela dépend plus, on va dire, de l'auteur, à vrai dire, plutôt que de l'éditeur. Votre manga est maintenant publié au Japon depuis l'an dernier. Quel effet ça vous a fait? Est-ce que vous vous êtes dit, ah c'est bon, si je publie au Japon, c'est que j'ai réussi ma carrière? Pas vraiment, à vrai dire. C'est certes une belle opportunité, mais je veux dire, c'est comme pour moi la carrière de mangaka, parce qu'à la base, c'était plus un hasard. Je veux dire, ma vocation à l'origine, quand je me suis intéressé au dessin, bah déjà c'était très tard, mais c'est surtout que je me voyais plus illustrateur ou concept artiste pour une boîte de jeux vidéo. Et c'est en fait les humanoïdes associés quand ils sont venus me voir à Japan Expo en 2006 et qui m'ont proposé en fait la possibilité ou l'opportunité de devenir auteur, je dirais, qui a créé une vocation. À la base, j'ai accepté l'offre alors que je ne savais pas dessiner de manga, ou je ne savais pas en créer en tout cas, plus par défi. Et maintenant, je veux dire, ça fait plus de 16 ans que je suis dans ce métier. Un Donc, défi que vous avez relevé haut la main, donc. bah, je dirais oui, ou je dirais qu'après, voilà, étant un peu autodidacte, hein, je suis un peu aussi perfectionniste, donc je suis rarement satisfait de ce que je fais. Mais pour l'opportunité au Japon, je dirais que c'était pas un objectif que je visais à la base. Parce que, comme je disais, le fait d'être mangaka même, c'était pas non plus, on va dire, un rêve. Mais je dirais que c'est plus une chance, en fait. Et comment ça se passe là-bas, la publication de votre manga au Japon? C'est le système, en fait, classique de prépublication et ensuite impression en format volume. Pour la prépublication, on a eu le droit, en fait, à une visibilité dans leur magazine mensuel, le Shonen Serious. Et ça a duré en fait le temps des 2 premiers volumes, c'est-à-dire 9 mois. Ensuite, la prépublication continue, mais sur leur magazine en format digital. En parlant de format digital, aujourd'hui c'est aussi l'heure du webtoon et webcomics qui se généralisent en France, en Corée du Sud, mais aussi au Japon. Est-ce que c'est un média sur lequel vous pourriez travailler éventuellement? J'avoue que j'aurais beaucoup de difficultés, à vrai dire, de travailler en fait, dans le webtoon parce que ça demande quand même une certaine, je dirais, une certaine rigueur, mais aussi, on va dire, une habitude, on va dire, dans le dessin en digital. Ce que je n'ai pas, à vrai dire, parce que je suis plus, je dirais, un auteur de type traditionnel. Toutes mes planches sont ancrées de manière traditionnelle avec le matériel. Et j'avoue que pour tout ce qui est digital, généralement, je l'utilise que par exemple, l'application du tramage et pour les illustrations en couleur pour les couvertures. D'accord. On va maintenant passer à la dernière séquence de cette interview qui s'appelle la photoscopie. Le principe est très simple. Je vous montre 5 photos et à vous de me dire ce qu'elles vous évoquent.
c'était ma toute première série, parue en 2007, et Project. C'est une série, à vrai dire, que j'ai fait avec un ami en tant que scénariste et que je souhaite reprendre un jour. Toutes les séries que vous avez faites n'ont pas eu le succès escompté. D'ailleurs, Bibi Project n'a pas de fin, si je me rappelle bien. Oui, en fait, il y a une anecdote dessus. En fait, quand j'ai terminé le 5e volume, je n'étais même pas au courant en fait, que l'éditeur avait décidé de l'arrêter. Et quand j'avais demandé à demander justement à reprendre en fait, le contrat pour un volume 6, ils m'ont dit que, voilà, ils étaient surpris parce qu'ils m'ont demandé en fait, est-ce que tu n'es pas au courant que la série est terminée? Du coup, c'est ce qui explique un peu la fin en queue de poisson, parce que D'accord. jusqu'à la fin du volume 5, en fait, j'étais même pas au courant que la série était terminée. Et ça vous a pas donné envie de baisser les bras, ce genre de... Non, Non. pas spécialement, en fait, pas au regard du projet, mais plus au regard de la personne, en fait, qui devait m'en tenir informé. Deuxième photo. Alors ça, c'est le Starbucks. C'est un peu ce que je considérais comme étant, on va dire, un quartier général. C'est là où je passe, en fait, la majeure partie de mon temps, en fait, quand je fais mes planches. C'est la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que, en fait, j'ai beaucoup de mal à travailler chez moi. Comme je le dis souvent, en fait, le domicile, c'est un peu l'entre la tentation, hein. Oui. On a moins envie de travailler. Et puis, en été, par exemple, il n'y a pas de climatisation, donc c'est dur. Il faut mieux aller se rafraîchir au Starbucks. Troisième photo, Alors, c'est Kentaro Miura, c'est ça? c'est ça. Ah c'est une de mes influences, à vrai dire, mais pas en termes de style, pas en termes d'esthétisme, mais en termes de style pour le trait de mes personnages. Mais par contre, c'est un des auteurs qui m'a quand même beaucoup influencé en termes de bestiaire déjà, pour les monstres. Et en termes de technique, c'est surtout en fait sa façon de faire on va dire les hachures croisées, qui faisait souvent à la main d'ailleurs. Et c'est quelque chose, en fait, c'est une technique que j'utilise moi-même énormément en faute aujourd'hui. Quatrième photo. Ah, alors ça, par contre, c'est les planches d'un concours auquel on avait participé, moi et un ami, pour, je crois, je ne me souviens plus du nom du concours, mais c'était pour le Jump, pour l'anniversaire, en fait, je crois pour le 100e concours. Et on a perdu. Une série qui s'appelle Rising Hero, Oui. c'est ça? Et d'ailleurs, l'ami avec lequel je travaille, en fait, aimerait en faire un projet, on va dire, plus sérieux dessus. Et je veux dire, pas grand-chose, mais on y travaille, en fait. D'accord. On a hâte. Et enfin, dernière photo. C'est Cthulhu. Et je suppose que ça a été pris à l'Entre-Kiun. Exactement. C'était quoi C'était cette année? C'était le Cthulhu de cette année, oui. Ah, d'accord. Vous allez souvent, du coup, participer à l'Entre-Kiun. Chaque année, oui. C'était Et- le 3e et j'y vais. Et vous rencontrez aussi très souvent vos fans lors d'événements, notamment à la Japan Expo très bientôt. Oui. Et en quoi c'est important pour vous, Le fait de les rencontrer Oui. ou le fait d'aller à l'Entre-Kiun? le fait de rencontrer vos fans? Bah, alors là, j'ai aussi une petite anecdote. C'est à la base, je n'aime pas les dédicaces. En fait, je n'aime pas dessiner, en fait, si vous voulez, le rite industriel des dédicaces, parce que je m'ennuie un peu, à vrai dire. Et j'y trouve rarement, en fait, mon compte en termes d'épanouissement. C'est pourquoi, en fait, mes dédicaces prennent du temps, parce que si je dois aller, en fait, faire une dédicace et si je dois faire un dessin, je préfère en fait faire quelque chose que j'apprécierais. Par contre, voilà, en dehors de cela, pour moi, la rencontre avec le lecteur, de toute manière, est très importante. J'aime bien en fait échanger pour avoir des retours, pour savoir en tout cas ce qu'ils aiment, et surtout dans mon cas, en fait, voilà, est-ce que je vais moi dans la bonne direction. Même D'accord. si c'est vrai qu'en tant qu'auteur, ce qui est normal, c'est d'avoir le contrôle. Je veux dire, c'est toujours appréciable d'avoir, on va dire, un retour positif et de savoir, voilà, que ce qu'on fait peut plaire. Merci à vous, Shonen, en tout cas, pour nous a fait le plaisir de venir au canal de la Rédac, ainsi que pour cette magnifique dédicace qui ornera désormais nos bureaux. Donc je rappelle, votre dernière série Outlaw Players est disponible chez Kiun Édition et vous serez présent à la Japan Expo pour une séance de dédicace dans 2 semaines. Merci C'est ça, oui. encore. Merci.